veux faire des prints multicolores en format XXL, je te présente la Creality K2+, 350 par 350 par 350 de haut. Alors je te propose de la découvrir tout de suite après le générique. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble la fameuse Creality K2+. Elle embarque son bloc CFS pour pouvoir générer du multicolore. Elle est juste énorme. Je ne sais pas si tu te rends compte sur la vidéo ici. C'est près de 50 kg. On va commencer par faire un tour du propriétaire. Donc déjà, tu vas te retrouver avec une vitre, on n'est pas sur du plexi, et une vitre sur le dessus que tu pourras retirer. Et quand je t'ai dit qu'elle était énorme, on va regarder ensemble. Donc profondeur, allez, environ 55 cm. Pour la largeur, compte environ 50 cm. Alors pour ce qui est de la hauteur, eh ben écoute, tu es à presque 70 cm sans le CFS. Et si tu rajoutes le CFS, bah, tu te retrouves à presque 1 mètre. Pour un poids d'environ 50 kg, je peux te dire que pour la mettre sur ton plan de travail, eh ben, je te conseille soit de faire un peu de muscu, soit d'être aidé. Un point intéressant pour ce qui est de l'ouverture. Au niveau des charnières, alors ils ont changé complètement leur système, ils l'ont repensé de façon à ce que ta porte puisse s'ouvrir complètement et ça t'évite grandement d'avoir des portes qui se pètent régulièrement. Pour plein d'imprimantes, elles sont un peu bloquées comme ceci, voire très légèrement inclinées vers l'avant, et dès que tu viens la pousser un petit peu, eh bien elle pète en éclats. Et vu qu'on parle des portes qui pètent, et ben pour le coup ils ont pensé à quelque chose de sympa. C'est que là tu vois quasiment rien, mais ils ont rajouté un petit film à l'intérieur. Alors on le voit un petit peu ici parce que j'avais commencé à gratter. Et ce film, il évitera que si un jour ta vitre pète, et ben ça tombe en 1000 morceaux. Ça va maintenir, si tu veux, tu vois, tous les éclats de verre, de façon à ce que ce soit moins dangereux aussi pour toi et que ça tombe tout au sol d'un seul coup. Bon, si tu regardes ça, c'est crado, mais ça vient pas de Creality. L'idée, c'est que cette imprimante, elle a fait du voyage. Elle a mis presque 3 mois avant d'arriver chez moi. Elle est partie aller à divers endroits et elle a été transbahutée pendant tous ces jours, pendant tous ces mois sur différents transporteurs, sans palette. Enfin, elle a fini par se retrouver sans palette et la tête à l'envers. Donc je peux te dire qu'elle a pris des coups. Donc quand elle est arrivée, j'avais la charnière qui ne collait plus sur la vitre qui était pétée. Donc j'ai placé un point de colle résistant. Le but, c'est que ça tienne, même si c'est pas propre, ça fait le job. Et on va avoir pas mal de surprises à l'intérieur et pour la partie électronique. Donc on va regarder ça ensemble. Déjà, taille d'impression 350 par 350 par 350, donc un énorme cube. Pour le plateau, on va se retrouver sur un PEI qui est texturé, mais texturé d'un seul côté. Comment les choses ont été pensées à l'intérieur. Déjà, tu vas retrouver deux moteurs, un à droite et un à gauche, qui va te permettre de pouvoir faire monter et descendre ton plateau, ce qu'on appelle sur l'axe Z, avec deux tiges qui sont ici. Et donc on a ces fameuses vis sans fin qui sont montées sur des moteurs pas à pas, qui vont te permettre de pouvoir monter ton plateau et d'avoir un parfait calibrage. Et on va regarder dessous ce qui se passe. Quand on regarde sous le plateau, tu vois cette petite tige ici va venir passer dans le trou, je ne sais pas si on le voit, où il y a mon doigt là, de chaque côté, et c'est ça qui va faire en fait le fin de course lorsqu'il arrive sur la partie basse. Et tu remarqueras la petite notice qui est ici. On te dit ne mets rien sous le plateau, et c'est hyper important. Allez, en gros, tu as des moteurs pas à pas qui sont en bas, qui maintiennent ton plateau quand il y a l'électricité dans ton imprimante, donc quand elle est mise sous tension. Si tu coupes la tension de ton imprimante, ton plateau va redescendre tout seul. Imagine juste une seconde, tu as laissé juste, tu vois, ce petit thermomètre ici, enfin peu importe, sur la base de ton plateau. Et bien ton plateau il va descendre et il va être en complet déséquilibre. De ce côté-ci, il va pencher et de l'autre côté, tu as vu, il viendra en appui sur l'objet que tu as oublié en dessous. Ce qui fait que si tu la démarres, tu vas avoir un vrai problème. Tu auras quelque chose de complètement désaxé et tu auras une erreur et tu risques de abîmer la partie mécanique. Donc no stress, ça peut t'arriver, ça m'est arrivé. Donc si ça t'arrive, tu coupes à nouveau le courant derrière, tu fais en sorte que ton plateau, tu le soulèves manuellement doucement. Tu mets par exemple une bobine au milieu pour qu'il soit parfaitement plat, enfin à peu près de niveau. Tu rallumes ton imprimante, il va se stabiliser et ensuite il va pouvoir faire le point bas et le point haut
et faire à nouveau la calibration. On est sur une imprimante dite à haute vitesse. Ça veut dire que quand ton filament sort de ta buse, il a besoin d'être refroidi très rapidement. Creality a fait le choix de mettre deux gros ventilos, on va appeler ça comme ça, un ventilo à gauche qui va souffler de l'air ici et un autre ventilo de l'autre côté. Donc c'est la même chose de chacun des côtés. Et pour voir comment ça se passe quand le plateau en fait tombe tout seul ou lorsque ton imprimante, lorsqu'elle est plus alimentée, on va cliquer sur le bouton off ici pour débloquer les moteurs. Et voici. Et ton plateau viendra embuter sur la partie basse. Alors pourquoi j'ai appuyé sur ce bouton là, c'est pour pouvoir aussi déplacer l'autre axe, pour pouvoir déplacer aussi la buse. Ça c'est intéressant parce que quand tu as besoin par exemple d'accéder à ta buse pour faire de la maintenance, on verra après comment ça se présente, tu as besoin de déplacer les éléments, pas de façon rapide, mais en tout cas tu vas pas pouvoir travailler sur quelque chose qui est complètement au fond. Donc le fait de pouvoir couper les moteurs, couper si tu veux la tension qui sont dans les moteurs, ça te permet de pouvoir faire bouger les choses. On a vu qu'on avait deux moteurs pour pouvoir faire bouger notre plateau, donc l'axe en Z. Comment se déplace notre tête ici? Elle va se déplacer sur ce qu'on appelle un rail linéaire. Avoir un rail linéaire, déjà c'est un signe de qualité, mais surtout à quoi ça va servir? Déjà ça va permettre des déplacements plus rapides. Deuxièmement, tu auras beaucoup moins d'usure lors de tous les déplacements et bien entendu ce sera plus précis. Donc oui, ça a un coût, mais c'est quelque chose qui est plutôt intéressant et de qualité. Ensuite, pour les autres déplacements, on est un peu dans le même principe que ici, on est sur des tiges et on a ensuite des courroies qui vont permettre de pouvoir générer tous ces déplacements avec des petites poulies comme ceci. On a un point intéressant par rapport à nos courroies. Tu sais, les courroies, au fil du temps, ça va s'user. Donc, quand elles s'usent, elles se détendent. Et sur la plupart des imprimantes, quand une courroie est détendue, ce sera à toi d'aller prendre une petite clé Allen et retendre ta courroie pour pouvoir générer cette maintenance. On va se retrouver alors avec un petit peu d'électronique à l'arrière qui va calculer tout ça, qui va vérifier tout ça et qui va retendre la courroie si nécessaire. Donc ça, franchement, c'est plutôt bien pensé. Pour les grilles que tu vois à l'arrière, alors de chaque côté ici, à droite et à gauche, tu as une grille sur laquelle derrière tu vas retrouver un filtre avec du charbon actif. Je vais essayer de le retirer à une seule main. Voici, ça se présente comme ça. Donc ça, tu pourras le changer si tu le souhaites ou mettre autre chose. Tu n'es pas obligé d'acheter que des produits de la marque Creality. Derrière, tu as un ventilo. Ensuite, tu as une grille. Ça te permet de pouvoir pousser l'air sur l'extérieur et de filtrer les particules qui sont à l'intérieur de ton imprimante. C'est surtout quand on fait certains filaments techniques comme de l'ABS qui sont chargés avec des particules qui sont nocives, il est important de pouvoir les faire passer à travers ce type de filtre. Du coup, derrière la grille du milieu, vu que c'est une imprimante qui est prévue pour pouvoir faire des filaments techniques, sur certains filaments, on a besoin de chauffer, tu vois, tout l'enclos, l'enceinte, donc en fermant bien entendu la porte. Le but, c'est qu'à l'intérieur, on puisse arriver sur des températures de 40, 50 degrés, presque 60 degrés pour certains filaments, par exemple comme l'ABS. Donc on a un système, un peu comme un radiateur derrière, et puis un ventilateur qui va souffler dans l'autre sens, tu vois, il ne va pas extraire l'air, il va le pousser vers l'intérieur pour pouvoir chauffer l'intérieur. Donc c'est en gros, c'est un simple radiateur. On va retrouver sur cette partie-là, à l'arrière, ici c'est pour pouvoir éjecter, tu sais, ce qu'on appelle les pops, les cacas, lorsqu'on change de couleur. Donc la purge va se faire ici, elle va tomber dedans. Ensuite, on a ceci qui va retomber et ça permet d'évacuer les déchets. Et on verra comment ça se présente de l'autre côté. Ceci, ça vient racler un petit peu sur la buse et ensuite la buse vient frotter sur ce petit silicone pour pouvoir la nettoyer. Donc ça veut dire qu'à chaque changement de couleur, tu vas avoir ce process sur lequel ta buse va venir passer sur le silicone, frotter ici, purger et ainsi de suite. Sur la partie droite de l'imprimante, on va retrouver ici une caméra qui permettra de faire des timelapses et de pouvoir visionner en temps réel ce que tu es en train d'imprimer.
et ça te permet aussi de pouvoir vérifier si tu veux lancer une impression à distance, ben que tu aies absolument rien sur ton plateau, même si on a un petit peu d'électronique embarquée pour pouvoir checker s'il n'y a pas quelque chose qui est resté sur ton bed. Et sous la tête, on retrouve une autre caméra juste ici, qui pareil, hein, va venir contrôler au moment où ton plateau monte pour pouvoir rejoindre la buse, il vient vérifier qu'on n'a pas oublié quelque chose sur le plateau. Et cette caméra, c'est pas qu'une caméra hein, pour pouvoir regarder ce qu'on a sur le plateau, c'est aussi une caméra dite pour pouvoir faire ton nivellement. En fait, on a différents tests. Au démarrage de l'imprimante, on peut faire le choix de dire tu viens checker le plateau pour vérifier s'il est de niveau, et tu vas pouvoir aussi vérifier le flux, on va dire la quantité de filaments qui passent dans ta buse pour savoir s'il y en a un peu trop ou pas assez. Donc on fait une bande de ce côté, il pose de la matière et ensuite la caméra vient scanner, elle vient faire des photos pour vérifier ce qui lui paraît le plus correct, et ensuite elle adaptera le flux par rapport aux photos hein, qu'a fait la caméra. Et idem de l'autre côté, elle va venir tu vois, faire ce petit dessin et ça permettra d'avoir une parfaite calibration. Donc, elle vient de poser du filament, ensuite elle vient faire des séquences, des photos, et elle choisira celui qui est le plus propre. Ce qui fait que normalement, si tout se passe bien, eh ben, tu as une première couche qui devrait être, j'ai bien dit devrait être, toujours parfaite. Et ça, c'est dans le cas de figure où tu utilises un petit peu toute l'intelligence qui est prévue avec ton imprimante. Si tu lances un print comme ceci, sans checker ton plateau, sans même lui dire de venir palper le plateau pour pouvoir faire une impression, et ben forcément tu prends des risques supplémentaires. Pour être sûr de pouvoir poser ton plateau correctement à l'arrière, tac, tu viens embuter et tu le relâches. Pour ce qui est de l'éclairage, tu vas te retrouver avec une bande LED juste ici, et on se retrouve avec une autre bande LED sur la partie gauche de l'imprimante à l'entrée. Pour ce qui est de l'écran, tu vas pouvoir l'orienter comme ceci, position haute, position basse, bah, c'est en fonction de comment est positionnée ton imprimante. Si ton imprimante elle est au sol, tu vas pouvoir mettre ton écran comme ceci. Et là par exemple, elle est face à moi, je vais pouvoir l'orienter. Sur la partie droite de l'imprimante, alors ici, c'est pas du verre, hein, là pour le coup on est sur du plexi, mais du plexi qui est plutôt quali. On va retrouver un lecteur de clé USB, une puce RFID, et un porte-bobine. Alors pourquoi on a une puce RFID ici? C'est pour pouvoir checker tes bobines. Imagine que tu n'aies pas forcément de CFS hein, pour pouvoir avoir du multicolore, ou voire même que tu veux utiliser des filaments de type TPU ou des filaments un petit peu spécifiques qui ne vont pas passer dans le CFS, et ben tu vas pouvoir utiliser le porte-bobine. Et si tu utilises des bobines de gamme Creality, tu vas pouvoir utiliser la puce RFID qui est sur le côté, tu la places devant ta puce NFC, devant ton lecteur NFC, et ici tu vas reconnaître directement le filament que tu vas placer sur ton porte-bobine. Je te propose de faire un test ensemble. Alors à l'origine j'avais un filament en ABS sur le porte-bobine. On va prendre une bobine Creality avec du PLA, on va placer notre puce RFID devant le lecteur de carte, le lecteur de puce. Tac, on entend biper et immédiatement tu as vu ça a changé en PLA, et on va regarder les informations. Il te dit que c'est un hyper PLA, que la couleur est bleue, que la température peut être travaillée entre 190 et 240. Ici c'est ce qu'on appelle l'avance de pression, j'en parlerai un peu plus tard. C'est une bobine de marque Creality et c'est donc du PLA. Et on clique sur OK si on n'a pas de changement à apporter. Et tu vas retrouver exactement le même principe sur le CFS où tu places tes bobines. Donc à chaque fois, tu as des lecteurs de puces RFID entre chaque bobine. On regarde comment se présente le CFS de Creality. Donc en gros, c'est une boîte qui te permet de mettre des bobines à l'intérieur, qui te permet de pouvoir gérer du multicolore. Tu peux mettre jusqu'à 4 bobines dans un CFS. Et on peut mettre jusqu'à 4 boîtiers pour pouvoir gérer jusqu'à 16 couleurs avec ton imprimante. Quels sont les indicateurs que l'on retrouve à l'intérieur? Donc l'indicateur de température ambiante dans ton boîtier, et puis aussi l'indicateur d'humidité. Là par exemple, tu vois, je suis à 31%. Tu vas retrouver des petits voyants qui sont ici. Là, j'en ai que 2 qui sont allumés parce que j'ai 2 bobines installées. Dans ton CFS,
Pareil, sous la grille ici, tu vas retrouver un petit sachet de silice qui va permettre de pouvoir absorber l'humidité ambiante. Des rouleaux à l'arrière, un système d'engrenage avec des rouleaux sur la partie avant, système de tube PTFE. Alors comme j'avais dit sur l'autre vidéo, c'est plutôt intéressant parce que en fonction du niveau de ta bobine, si elle est plutôt pleine, si elle est plutôt vide, si ton filament est plus à droite ou à gauche, ben, l'avantage d'avoir un tube PTFE qui suit ton filament, et ben, tu auras compris que ça a tout son sens par rapport à d'autres marques sur lesquelles c'est fixe et tu vas avoir beaucoup de frottement sur cette partie-là. Alors non, elle n'est pas chauffée par rapport à d'autres concurrents. Comme j'ai dit sur une autre vidéo, pour ma part, je préfère avoir ce type de système qui n'est pas chauffé et qui du coup est parfaitement silencieux que d'avoir un porte-bobine, on va appeler ça comme ça, qui fait un baronf pas possible. Alors pour pas le citer, hein, l'ACE de Anycubic est très sympa d'un point de vue fonctionnalité, mais effectivement, lorsqu'on a des bobines à l'intérieur, il a déjà une alimentation qui fait du bruit, et lorsqu'on veut sécher, pareil, ça embarque un ventilo qui fait énormément de bruit. Bon, c'est efficace, mais c'est bruyant. Et sur le haut, ce que tu vois ici, on a des petits systèmes avec des ressorts, ça permet de venir en appui sur la bobine, et ça va faciliter la rotation de tes bobines dans le CFS. Possibilité de le rendre parfaitement hermétique en le refermant. Entre nous soit dit, moi j'utilise pas la fermeture qui est de chaque côté, je suis régulièrement en train de changer les bobines dedans, donc ça m'intéresse pas d'avoir quelque chose qui est complètement fermé. Et puis tu mets pas des bobines qui sont remplies d'humidité dedans, donc il n'y a pas d'intérêt en soi. Allez, je déplace cette bobine juste ici. Préconisation, pas de TPU, pas de PVA, pas de filaments, tu sais, qui sont prévus pour pouvoir faire les supports. Ça s'entend parce que, par exemple, un TPU qui est particulièrement souple va faire tout un chemin qu'on va voir ensuite pour arriver jusque à la tête, et forcément, il n'arrive pas à suivre le chemin, il est trop souple. Et pour ce qui est du PVA, le PVA est intéressant, il passerait, on va dire qu'il passe à l'intérieur des engrenages, il passe à l'intérieur des tubes PTFE. Par contre, il reste quand même super rigide. Déjà, au niveau de la coupe du cutter, c'est pas tous les PVA qui sont bien maîtrisés. Et puis oui, ouais, il est quand même assez rigide, c'est compliqué à gérer dans ce type de distributeur. Quel type de bobine on va pouvoir mettre à l'intérieur? Allez, déjà on va remettre ma bobine en carton qui est ici. Donc ce type de bobine en carton, si elles ne sont pas déformées, écoute, et si elles ne sont pas trop larges au niveau du carton, elles passent à l'intérieur de ton CFS. Alors oui, ça va finir par s'user, le fait de toujours faire d'embobiner, rembobiner, etc. Ça use prématurément ton carton. Mais si tu fais un print, on va dire, d'une longue durée et tu utilises toute ta bobine, c'est pas ça qui va ni abîmer ton CFS, ni abîmer ta bobine. Pareil, si tu fais du multicolore, mais tu fais pas des changements de couleur à chaque couche, ça ne va pas user prématurément ta bobine en carton. Tu peux utiliser bien entendu des bobines en plastique, ça va surtout dépendre du diamètre et surtout dépendre aussi de l'épaisseur que l'on va retrouver de chacun des côtés. Donc ce type de bobine roule parfaitement et on voit ici que l'on a des encoches. Donc ça veut dire que si ta bobine est plus ou moins large, tu vas la mettre dans la première encoche ou dans la deuxième. Toutefois, par exemple, on va prendre une bobine de chez Printomax qui est en carton, et ça passera pas à l'intérieur. Ça frotte, c'est trop épais. Donc tu vas regarder, regarde l'épaisseur de ton carton qui est ici, l'épaisseur du plastique, l'épaisseur du carton qui est ici. Donc par exemple ce type de bobine, non, tu vas pas pouvoir les mettre à l'intérieur, ni en les mettant complètement à droite, ni en les mettant dans la deuxième rainure, c'est trop épais, ça va frotter, c'est impossible à tourner, donc il va falloir imprimer ce qu'on appelle des enjoliveurs. Et qu'en est-il des bobines qui sont un peu trop petites, type les Sunlu, qui sont, on n'a pas du tout le même diamètre. Donc effectivement, elles ne viennent pas en appui. Entre nous soit dit, en fonction du type de print qu'on lance, si elle ne fait pas des tonnes d'aller-retour,
bah, ça match aussi. Enfin, j'ai eu zéro difficulté pour ma part avec ce type de bobine. Par contre, effectivement, si elles sont amenées à faire des changements de couleur régulièrement, et ben peut-être que des fois ça prendra un peu moins bien parce que ça ne vient pas frotter parfaitement, ça ne vient pas parfaitement en appui sur les roulements, les roues qui sont à l'avant et les roues qui sont à l'arrière. Donc il existe des nouveaux systèmes que tu vas pouvoir imprimer toi-même pour pouvoir faire en sorte que la partie haute ici vienne en appui sur tes bobines. Et à défaut, bah pareil, tu peux faire des enjoliveurs pour les petites bobines. Allez, maintenant on va regarder ce que l'on retrouve sur la partie gauche. Bah, rien de spécial. On a pareil, hein, un plexi qui est ici avec le logo Creality. Alors moi, ce que j'ai rajouté ici, bah, c'est tout simplement une espèce de toboggan pour pouvoir faire tomber les purges dans un bac qui est ici. Donc ça, c'est super pratique. Ça tombe à l'intérieur et ensuite, tu vas pouvoir jeter tes déchets. Comment se présente l'arrière de notre imprimante? Donc tu vois là, on était sur le côté droite. L'arrière de l'imprimante, donc sur le côté, on va pouvoir fixer notre porte-bobine. Comme pour la Creality High que je t'ai présenté, ici on a un répartiteur, un hub, un échangeur, tu appelles un peu comme tu as envie. L'idée c'est que de ce côté-ci, tu vas pouvoir brancher les arrivées des CFS, donc jusqu'à 4. Ensuite, tu as un tube PTFE qui vient ici et qui vient rentrer dans l'imprimante pour suivre le chemin jusqu'à la tête d'impression. Même si je t'ai fait une vidéo beaucoup plus détaillée pour le principe de changement de couleur avec la Creality High que je te conseille d'aller voir, comme ça au moins tu vas voir, je te montre aussi comment on lance une impression, comment ça se présente lorsqu'on fait des changements de couleur. Là je te montre juste le principe de chemin que va faire un filament. Allez, imaginons qu'on utilise cette bobine. Tu as ton filament qui passe à l'intérieur du tube PTFE ici. Il passe dessous le CFS, il va arriver à la sortie ici. Ton filament arrive en sortie du CFS, il arrive jusqu'ici, il continue le chemin, il passe dans le tube PTFE et il va jusqu'à la tête d'impression. Donc voilà pour le principe. Mais je te conseille vivement d'aller voir la vidéo détaillée que j'ai fait avec l'autre Creality. Ici j'ai imprimé un toboggan pour pouvoir faire tomber les déchets. Donc là tu vois, j'ai mis une petite boulette, hop, elle tombe dedans et puis elle va tomber. Alors là elle est tombée dans le vide, mais sinon elle tombe dans mon petit seau que je t'ai présenté tout à l'heure. L'avantage de celui-ci, c'est que là on va pouvoir le fermer, bien entendu, mais c'est que si tu as des filaments qui sont bloqués dans la goulotte, et ben le fait d'avoir une ouverture ici, tu vas pouvoir aller retirer tous les filaments, en fait, les petites purges qui sont bloquées à l'intérieur. Tout à l'heure, on a vu les ventilos qui sont à l'intérieur. Donc là, c'est pour le premier ventilo qui va pousser l'air pour pouvoir le filtrer. Ici, c'est de l'air qui va rentrer lorsqu'on veut chauffer l'intérieur. Et le deuxième ventilo, il est ici. Alors, pareil, ça a été plutôt bien pensé pour le système de toboggan. Tu vois, tu as des ouvertures ici, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'obstruction pour pouvoir sortir l'air de ton imprimante. Et quand tu veux utiliser le porte-bobine qui est sur le côté, et ben tu déclipses ici le tube PTFE et tu mets celui-ci à la place. En termes de câblage, tu n'as vraiment pas grand chose. Tu as l'alimentation du CFS qui se passe par ce grand câble qui est ici. Donc ça veut dire que tu peux le mettre soit en haut, soit le déporter un petit peu. Et ensuite, tu as un petit câble qui relie ton CFS avec notre échangeur qui est ici. Alors oui, par contre, si tu veux le mettre à droite ou à gauche, tu vas être limité par rapport à ce câble qui est ici. Imaginons que tu souhaites poser ton CFS juste ici. Et ben, il faudra te munir d'un autre grand câble parce que sinon, ce ne sera pas suffisamment grand. Ou alors, il faudra que tu joues sur les tubes PTFE. Donc, on dévisse ce boîtier, on met un grand tube PTFE, on met tout à droite ou tout à gauche. Par contre, plus la longueur est importante au niveau du tube PTFE, plus ton filament va faire du chemin. Et je me suis posé une question sur, déjà avec la Creality High, avec le CFS. Alors, il est auto-alimenté avec les câbles que l'on a vus ici. Et ici, mine de rien, il y a ceci. Donc ceci, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. J'ai comme l'impression que c'est peut-être une autre alimentation. Écoute, j'en sais rien. Je me demande si quand on a 2, 3, 4 CFS, est-ce qu'il faut peut-être une alimentation dédiée ou est-ce que c'est une option qui arrivera plus tard? Écoute, j'en sais rien. Il faudrait démonter pour savoir ce que c'est que ce connecteur. Si tu le sais, toi,
dis-le moi en commentaire. Là, j'ai aucune idée. Je vois pas trop un système de tube qui viendrait dedans. Je sais pas. Je sais absolument pas ce que c'est. J'ai pas trouvé d'informations sur le wiki non plus. Donc, si tu le sais, bah, place-le en commentaire. Ça m'apprendra, ça apprendra à beaucoup de monde à quoi sert ce petit connecteur qui est à l'arrière. Ça me paraît intéressant de te montrer ce que l'on retrouve du coup sous le CFS. Donc tu as vu, on avait 4 bobines, donc on avait derrière, hein, il y a tout un système d'engrenage pour pouvoir attraper le filament, un tube PTFE qui passe ici, et on a une espèce, tu vois, à nouveau un déchangeur de hub, tu l'appelles un peu comme tu as envie, et à chaque fois on a un chemin de bobine qui vient jusqu'ici. Ici, alors je l'ai démonté, il y a un système d'engrenage à nouveau, et je peux te dire que ça pince très très fort. Alors je l'ai dit la même chose sur la Quality High. Pour moi, ok, ça pince fort, donc c'est intéressant. Le but, hein, c'est que ça serre vraiment ton filament pour pouvoir le pousser, parce qu'il y a quand même du chemin à faire, parce que lui, il y a un engrenage ici, ensuite il y a cet engrenage qui pousse ton filament pour qu'il fasse tout le chemin, et ensuite on a l'extrudeur qui est dans la tête, qui a aussi un système d'engrenage pour pouvoir pousser le filament dans la buse. Néanmoins, ça serre tellement fort que ça bousille certains des filaments. Sur certains filaments tendres, le fait de passer à l'intérieur et le fait même des fois de faire des allers-retours, ça fait plein de petits copeaux, et ça va le déformer, ça va le rendre beaucoup plus cassant et sensible. Donc pour moi, je trouve que c'est ok, ça match, mais c'est serré trop fort, et j'ai pas trouvé de système qui nous permet de réduire, si tu veux, la pression que l'on a ici. Et idem, on regardera plus tard pour la tête, pour le système d'engrenage au niveau de l'extrudeur. Il y a un ressort qui pousse très très fort, qui serre énormément le filament, et j'ai pas trouvé de système qui permet de desserrer. Et quand on fait certains filaments un peu techniques, et ben justement il faut lui donner un petit peu plus de souplesse. Donc même si on passe en direct avec la bobine qui est ici, pour certains filaments, l'extrudeur, je le trouve un petit peu trop, je trouve qu'il pince de trop les filaments. Imaginons que tu aies une panne, que tu aies cassé un filament à quelque part, je sais pas, sur le chemin, hein, sur le chemin du retour, ou peu importe. Eh bien tu pourras appuyer ici fermement, donc il te faudra les deux mains pour pouvoir bien tenir, tu appuies fermement pour pouvoir débloquer les roues crantées, pour pouvoir retirer la bobine, hein, tirer sur la bobine pour pouvoir faire sortir ton filament. Quand le filament est à l'intérieur ici, aucune difficulté, tu tires ta bobine et ton filament vient à toi. Par contre, si ton filament est cassé ailleurs, hein, sur le chemin, c'est ici que ça se passe pour pouvoir faciliter le retrait. Maintenant, on va s'intéresser sur le dessus de notre imprimante. Donc ici, on a vu, hein, c'est une vitre avec une petite poignée. Il n'y a pas de système de charnière, donc il faut faire attention quand tu le retires. Tu vas retirer ta vitre comme ceci. La charnière aurait pu être intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait des impressions, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud à l'intérieur avec les filaments de type PLA, parce que quand il fait trop chaud, ton PLA devient mou, et s'il devient mou, après il vient bloquer dans l'extrudeur, et tu as souvent une buse qui vient à se boucher. Donc tu as deux solutions, soit tu laisses ta porte un petit peu ouverte ou grande ouverte, soit tu ouvres un petit peu le dessus. Donc pourquoi pas, ça aurait pu être intéressant d'avoir ce système de charnière pour dire j'ouvre un petit peu et je laisse passer un petit peu d'air pour pas que ça arrive à plus de 30 degrés à l'intérieur donc du caisson. Comment ça se présente ensuite au niveau donc de notre tête? On va regarder tout dans le détail, la buse, la chaîne. Donc ici on a notre tube PTFE déjà qui est tenu sur notre chaîne ici et qui vient dans notre extrudeur. Pour ce qui est du câble management, pour une fois, ils ont bien fait les choses. Ici, tu as la chaînette avec le câble, tout le câblage qui passe à l'intérieur. Et ce que tu vas t'apercevoir, c'est que quand la chaînette vient sur le côté, eh bien, on ne vient pas racler, tu sais, le dessus de ton imprimante. Sur plein d'imprimantes, on voit ce problème-là sur lequel ils ne sont pas montés suffisamment haut au niveau du carénage. Et on a tout ça qui vient gratter et qui vient frotter aussi bien la chaîne que le tube PTFE. Donc, cette fois-ci, ils ont corrigé les choses et ils ont fait les choses correctement.
Alors que ce soit pour Creality ou pour d'autres marques, hein. Ils sont pleins, même Bamboo. Tu as le tube PT-feu qui vient frotter sur le dessus, tu as la chaînette qui vient frotter un peu sur les côtés. Donc ils sont pleins à avoir fait cette erreur pour moi de conception. Allez, tout à l'heure on a parlé qu'il y avait un cutter à l'intérieur qui te permet de couper le filament lorsque tu changes de couleur. Donc comment ça se présente? Tu as ta tête ici qui vient embuter sur ce petit ergot, ce petit embout, pardon. Ça vient comme ceci. Ça vient appuyer sur le cutter, ça coupe ton filament et ensuite ça permet de libérer ton filament. Et pour le cutter, en fait, il a un double aimant, ce qui fait qu'une fois qu'il a coupé le filament, tac, il vient se repositionner. En fait, c'est plutôt dans l'autre sens, hein. Il vient se repositionner à l'arrière. Est-ce que c'est facile pour l'entretien? Est-ce que ça va être facile à ouvrir? Eh bien, on regarde ensemble. En fait, on tire sur la partie basse, comme ceci. En haut, il y a deux petits maintiens. Ici, pardon, ici, un de chaque côté, qui vient dans les petits trous, et après tu as un système d'aimant sur la partie basse. Donc oui, c'est super simple à retirer, tu n'as aucune vis. Pour cette vidéo, je pars du principe où tu es débutant, on va pas utiliser de mots trop techniques, on va aller à l'essentiel. Donc ici, tu as un extrudeur. L'idée de l'extrudeur, ce sont des roues crantées qui viennent pousser ton filament à l'intérieur pour le faire arriver jusqu'à la buse qui est un peu plus bas. La buse, c'est quoi? Tu vois, ça se présente comme ceci. Donc la buse, elle est à l'intérieur. Donc c'est une buse qui est tri-métal ici. L'avantage, c'est que quand on a une buse full métal, c'est qu'on ne se retrouve pas avec un tube PT-feu à l'intérieur et aussi qu'on aura moins de risque de bouchage de buse. Et parce que souvent, ton PT-feu va s'user ou va bouger un petit peu et on peut avoir du colmatage très facilement. Par ailleurs, on a de l'acier trempé sur le bout de la buse qui apportera une meilleure résistance. Donc ta buse, elle a besoin d'être chauffée. Donc ici, on va avoir un corps de chauffe qui se trouve ici avec un bloc céramique et part dans l'idée, c'est comme si on avait un gros radiateur qui vient chauffer du coup le bout de la buse, la partie qui est en bas, la partie sur cette partie qui est filetée, la partie basse. Sur cette partie qui est un peu plus haute, à un moment donné, il faut refroidir. Il ne faut pas que la chaleur remonte trop haut au niveau de ton filament, sinon ton filament va pas pouvoir être poussé dans ta buse. Donc ici, tu as une espèce de, allez, comment je vais dire ça, un peu comme comme un radiateur, mais un radiateur qui va permettre de refroidir ton corps de chauffe. Donc tu as un ventilo de ce côté-ci qui vient souffler sur les ailettes et qui vient refroidir la partie haute de ta buse. Qui fait que ton filament il est suffisamment rigide dans toute cette partie ici pour pouvoir pousser dans la partie qui est chauffée et c'est ça qui fait l'extrusion et qui fait en sorte que tu as du filament qui sort sur le bout de ta buse. Voilà, bon, j'ai essayé de faire ça grosso modo, d'expliquer ça avec des mots simples. Si tu n'as pas tout à fait saisi, n'hésite pas à te poser d'autres questions dans les commentaires et j'essaierai d'apporter des réponses un peu plus techniques ou un peu plus complètes si nécessaire. Au niveau de l'extrudeur ici, on a parlé de roue crantée, on va le démonter pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. Et ici, tu vois, tu as une petite manette, c'est pour pouvoir dégager, si nécessaire, pareil, ton filament. Imaginons que tu aies utilisé ton porte-bobine, tu as ton filament à l'intérieur, il est coincé ou pas, bon, peu importe, tu veux faire de la maintenance, eh bien, tu vas appuyer ici. Alors, je ne sais pas si d'une main, je vais y arriver pour pouvoir déplacer mon tube PT-feu, je vais utiliser mon outil magique. Donc l'outil magique, c'est ceci, hein. C'est fait par Wamba, mais tu peux aussi te l'imprimer si tu le souhaites. Donc tu passes ça dans ton tube PT-feu, tu viens en appui, tu vois, sur la partie basse, et après tu vas pouvoir tirer sur ton filament. Ça d'une main, on appuie et on tire sur le tube PT-feu. Donc, normalement on le fait avec deux mains, mais là tu vois j'ai une caméra, donc c'est pas simple, mais en tout cas c'est bien pratique. Donc ça permet de dégager le tube PT-feu qui est ici. Donc tu as ton filament qui est à l'intérieur, tu appuies sur ta petite manette ici et ça permet de le libérer et pour pouvoir le retirer de ton extrudeur. Et autre chose intéressante, imaginons qu'on ait besoin de pousser le filament parce que ta buse elle est bouchée à l'intérieur. Là je ne vais pas le faire parce que tu vois mon aiguille elle est sale hein, ici, donc je ne vais pas mettre des débris de filament dans mon extrudeur, mais c'est de pouvoir placer ton aiguille dedans, tu exerces une pression, ça te permet de pouvoir pousser ton aiguille à l'intérieur. Maintenant on va démonter l'extrudeur. Alors tu as trois vis, une ici
une de ce côté-là et une qui va être planquée juste au milieu. Alors je peux te dire que je pourrais le faire presque les yeux fermés, parce que oui, j'ai rencontré des galères initialement, avec des bus qui n'arrêtaient pas de se boucher, et un extrudeur qui n'arrivait pas à pousser le filament. Et j'ai mis quand même pas mal de temps pour arriver à comprendre et diagnostiquer la problématique. Et je vais t'expliquer ça juste après. Donc là, on a la troisième petite vis qui est ici. Voici. Tu peux, lorsque tu retires l'extrudeur, plusieurs possibilités, hein. Soit tu as toutes les roues crantées qui sont directement avec la pièce que tu as retirée, et des fois tu vas avoir une partie des roues crantées qui peuvent rester au niveau de la tête. C'est pas grave en soi, hein, parce que dans tous les cas, toutes ces pièces vont venir s'assembler, et d'ailleurs quand on veut le remettre en place, bien souvent, on remet cette roue crantée ici pour pouvoir remettre l'extrudeur beaucoup plus facilement. Quand on regarde en détail ce que l'on a dans l'extrudeur, et c'est la partie que je t'expliquais en amont. Ici, tu as un ressort, et ce ressort, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de le détendre ou exercer moins de pression au niveau des roues crantées qui sont à l'intérieur. Donc ton filament va passer, tu vois, ici, donc passe à l'intérieur dans le détecteur et passe après dans le système de roues crantées, et c'est ce fameux ressort qui vient resserrer toutes tes roues crantées. Sous l'extrudeur, on va retrouver le couteau. Donc je t'avais parlé que le couteau, il y a des aimants de chaque côté. Donc quand on vient couper le filament, il vient en appui et tu as ta lame qui fait comme ceci. Donc tu coupes ton filament et ensuite les aimants vont le remettre dans sa position normale. Si un jour tu as usé ce cutter, en fait, tu peux le retirer facilement, comme ceci. Tu prends celui qu'ils ont rajouté, et après tu peux en racheter d'autres, et tu le mets en place. Et ce qui est plutôt cool, ça veut dire que c'est facile d'entretien. Tu vas pouvoir retirer, je vais essayer de retirer la roue, l'engrenage comme ceci, en la faisant tomber dans ma main. On va faire la mise au point à nouveau. Tu vas pouvoir frotter avec une petite brosse à dents ou autre pour pouvoir nettoyer les débris de filament qui vont rester au fil du temps sur tous tes engrenages, surtout à l'intérieur. Cette partie-là, je te déconseille vivement de la faire sauter, de la retirer, parce que c'est vraiment compliqué à remettre en place vu la fermeté du ressort. Donc j'ai essayé pour voir comment ça se présentait. C'est pas super simple à remettre en place, mais tu vas pouvoir le nettoyer assez facilement sans forcément avoir besoin de le démonter. Et maintenant, je vais te proposer de te montrer comment on va pouvoir retirer la buse et du coup en fait tout l'ensemble, pas que la petite buse que l'on avait vue qui ressemble à ceci. On va retirer le bloc. Première chose sera de retirer tes connecteurs qui sont ici. Donc, tu en as deux. Ensuite, tu prends ton tournevis. Tu es toujours avec le même type de clé Allen. Donc, tu vas avoir deux vis ici et deux vis ici. Donc, peu importe, on va commencer par celle-ci. On dévisse. La seconde. Et ensuite celles du dessus qui sont sur le sensor en fait. Voici. Voici la buse complète avec son bloc de chauffe avec la partie du radiateur en haut. Donc ça se présente comme ceci, tu as vu, ça se retire en l'espace de quelques secondes, donc c'est super facile d'entretien. Et si tu souhaites retirer directement la buse dans son ensemble, tu as une autre petite vis, alors je sais pas si on va avoir la mise au point, oui, petite vis ici que tu desserres pour pouvoir retirer ta buse et en changer. Donc l'entretien est super facile.
Et pour remettre en place, hein, c'est aussi simple que quand on l'a démonté. Tu replaces ta buse en position ici. Tu viens replacer tes deux vis ici, les deux vis du dessus, tu resserres et tu rebranches tes connecteurs. Maintenant, je te montre une astuce si ta buse est bouchée. Régulièrement, au départ, je t'expliquais que j'ai eu des soucis sur lesquels j'avais plein de messages d'erreur. Il n'arrivait pas à pousser le filament correctement dans la buse et ça me mettait soit des erreurs liées à l'extrudeur, soit des erreurs liées à la buse. En tout cas, j'avais que des cumuls d'erreurs et mon print s'arrêtait en pleine impression. Des fois, j'avais une première couche qui était nickel et puis il s'arrêtait. Des fois, il commençait une première couche, puis après, il se mettait en carafe. Donc, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Le souci, c'est que par défaut, mon print était trop proche de mon plateau. Ça veut dire que quand il fait la calibration, lorsqu'il fait le nivellement du plateau, il va déterminer une certaine hauteur entre la buse et le plateau, et cette hauteur était trop écrasée. Le fait d'avoir une hauteur trop écrasée, eh bien j'avais un problème pour que le filament puisse sortir de la buse, hein, ça exerçait une espèce de pression, et au fil du temps, au fil de mes erreurs qui étaient affichées sur mon écran, ma buse a fini réellement par se boucher, et là a commencé les vrais problèmes, parce que je me suis dit comment je vais faire, j'avais pas envie de changer de buse tout de suite. Donc la petite astuce, c'est que tu retires ton extrudeur comme on l'a fait, hein, tu la laisses en fonctionnement, tu fais chauffer ta buse, tu essayes de utiliser soit leur outil qui est ici, soit un autre outil. Moi j'utilise celui de Wambam pour pouvoir pousser ton filament. Donc quand ta buse est chaude, tu peux pousser le filament pour pouvoir l'extruder. Ça va te permettre de dégager une bonne partie du filament par la partie basse. Tu mets une petite aiguille d'acupuncture en bas sur la partie de ta buse pour pouvoir virer aussi si tu as des petites cochonneries sur la partie basse de ta buse. Tu peux utiliser ce petit outil qui est livré avec, tu l'insères dans ta buse quand il est assez chaud, quand ta buse est chaude en fait, et puis tu vas laisser refroidir. Alors pas laisser refroidir jusqu'à 40-50 degrés, tu laisses refroidir aux alentours de 100 degrés, et puis tu vas exercer une rotation. Alors j'ai fait exprès justement de laisser le filament sur ma tige. Le but en fait c'est d'arriver à retirer le colmatage qui est à l'intérieur de ta buse sur la partie basse, sans en mettre sur la partie haute, parce que sinon tu vas être embêté. Donc tu vas retirer délicatement ceci pour pouvoir retirer finalement le bouchon. Ça nous permet de nettoyer parfaitement notre buse, ou presque. La deuxième petite astuce, donc une fois que tu sais que c'est parfaitement débouché, tu peux utiliser ce type de filament. Ce sont ce qu'on appelle des filaments qui permettent de faciliter l'entretien de tes buses pour éviter que tes buses se bouchent. Donc ça permet de nettoyer l'intérieur de ta buse. Donc c'est assez souple, il existe plusieurs versions, ces versions un peu transparentes ou des versions blanches. Je crois que c'est de Smart Filament ou Saint Smart, je ne sais plus. Donc tu le passes à l'intérieur, tu fais chauffer ta buse aux alentours de 240 degrés, et puis tu vas le pousser manuellement, et ça va finir de nettoyer et retirer toutes les cochonneries qui sont dans ta buse. Ensuite, tu laisses refroidir un petit peu, tu retires d'un coup sec, et ta buse est parfaitement propre cette fois-ci. Comment remonter assez facilement l'extrudeur? Alors tu vois la petite roue crantée que l'on avait tout à l'heure, je te conseille de la mettre d'abord, pas à la mettre en fait dans l'extrudeur et ensuite placer l'extrudeur, c'est pas super simple pour pouvoir tomber pile poil dans l'autre roue crantée. Donc celle-ci tu la mets en position, ensuite lui, tu as toutes les autres engrenages qui sont dedans, tu le présentes, donc tu vois ici tu as une tige, tu mets la tige en face. Alors soit tu as de la chance comme moi et il vient s'emboîter correctement au niveau des roues crantées. Si tu as un peu de difficulté, tu vas bouger la roue crantée qui est de ce côté-ci avec ta main, de façon à ce que tous les engrenages viennent se mettre en position. Tu mets tes deux vis qui sont ici et la petite vis qui est sur la partie droite.
et tu as déjà remonté ton extrudeur en l'espace de 30 secondes, 1 minute. Ensuite c'est simple, tu n'as plus qu'à remettre ton tube PTFE en place et on remet notre capot. Donc rappelle-toi, hein, il y a des petits ergots sur la partie haute. Donc, on dégage notre chaînette sur ce côté-ci, on place ceci et ça vient s'aimanter sur la partie basse. Maintenant on va s'intéresser à notre écran, donc il est suffisamment confortable. Sur la partie droite, tu pourras bien entendu régler la température de la buse, la température du plateau et la température de l'intérieur, hein, de ton imprimante, donc de l'enceinte, juste ici. Donc c'est quand on va faire des filaments techniques, tu peux monter jusqu'à 60 degrés. Sur la partie basse, possibilité d'éteindre ou d'éclairer les LED qui sont à l'intérieur. Et là, on a un accès rapide au niveau des ventilateurs qui sont à l'intérieur de ton imprimante. C'est un accès que l'on peut avoir aussi lorsqu'on vient dans Paramètres, juste ici. Donc on revient sur la maison et on vérifie ce que l'on a sur la partie gauche. Donc le premier qui est ici. Donc ça te permet de jouer sur pas mal de paramètres. On a vu tout à l'heure que quand on appuie sur le OFF, ça permet de mettre à zéro tous les moteurs et de pouvoir déplacer tes axes si tu as besoin de faire de l'entretien, rapprocher ta buse, ou typiquement hein, de pouvoir soulever notre plateau si on le souhaite. Et on va pouvoir jouer, même pendant l'impression ou hors impression, sur les ventilateurs qui sont à l'intérieur de l'imprimante. Quand on clique sur filament, on a la visibilité de ce que l'on retrouve dans le CFS. Et là, c'est le porte-bobine hein, externe que l'on a vu sur la partie droite de l'imprimante. Donc à chaque fois, quand on clique sur le filament, on voit toutes les infos qui sont dedans. Donc quand il y a une puce RFID, tu as déjà toutes les infos. Imaginons que nous, on veuille apporter des modifications sur une autre bobine. Tu places une bobine, tu cliques sur le petit crayon qui est ici, et tu pourras donner les informations de ton choix. Ici, on a le rappel du taux d'humidité que l'on retrouve dans le CFS, donc 36 pour 36 ici. Ensuite, possibilité de faire des réglages au départ de tes impressions. L'idée, c'est que tu peux dire d'activer la caméra pour vérifier par le biais de l'intelligence artificielle si tu as un défaut lors de ton impression, par exemple si tu as un fail ou si tu as des cheveux d'ange, enfin, un décollement de ta pièce ou autre. Donc tu as plusieurs niveaux de sensibilité. Moi dans les tests que j'avais fait initialement, quand j'avais eu un loupé avec du filament ASA, je ne sais plus si c'était l'ASA ou avec l'ABS, ça n'avait rien détecté du tout, donc c'est pas toujours bien détecter tes fails. Toutefois, j'étais pas en mode professionnel, j'étais en mode conventionnel sur lequel il est un peu moins vigilant sur les erreurs qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc on voit que dans la version conventionnelle, il va aller checker en gros toutes les 25 secondes, voir s'il y a un problème donc, pendant ton print. Et en mode professionnel, ben, ça va te permettre de faire des séquences beaucoup plus rapides et d'être plus sensible. Et ça, ce sont les options que tu as au démarrage. Lorsque tu lances un print, tu peux soit lui dire de juste de checker le plateau et basta, et ensuite il fait son impression. Allez, typiquement ici, l'étalonnage automatique, il va commencer par faire ce dessin sur une première couche sur ton plateau, ensuite il fait des photos et il vérifie ce qui lui semble le plus propre. Imaginons que ce soit cette partie-là, il enregistre ça en mémoire pour pouvoir lancer ton print. Pour ce qui est de l'étalonnage du rapport de débit, il se place sur la partie droite de ton plateau, il va faire une espèce de bandelette, il va apporter différentes variantes sur le débit, identiques. Ensuite, il fait des photos, il scanne et ce qui lui paraît le plus propre, il l'enregistre. Pareil pour améliorer ton print. Alors, pas que la première couche, hein, l'entièreté de ton print. Et enfin, possibilité de détecter si tu as du coup des pops qui sont bloqués dans la goulotte derrière. Et enfin, l'étalonnage. Donc, en gros, c'est quoi l'étalonnage? C'est ce qu'il fait au départ quand tu reçois ton imprimante. Il fait tout un tas de checks, il contrôle un peu tous les éléments électroniques de ton imprimante, il fait le input shaper, il vérifie la tension des courroies, il vérifie un petit peu tout pour que tu puisses commencer tes premiers prints. De temps en temps, il est intéressant de le refaire, surtout si tu déplaces ton imprimante, si tu fais un petit peu de maintenance à l'intérieur, si tu changes de buse. Enfin,
chaque fois que tu apportes une modification technique, eh bien, il est conseillé de checker l'entièreté de ton imprimante, donc l'ensemble des réglages. Ensuite, cette partie-là, c'est la partie dossier. Là, c'est tout simplement l'historique de tes prints. Donc, il y a, je ne sais plus combien il y a de gigas de mémoire à l'intérieur. Si je retrouve l'information, je le dirai. Il y a pas mal de capacités, en l'occurrence. Donc, là, c'est tout ce qui est enregistré directement dans la mémoire de ton imprimante. Ici, si j'avais une clé USB, j'aurais pareil la liste des G-codes que je peux lancer. Et ensuite, on a la partie historique. La roue crantée qui te permet aussi d'accéder à d'autres informations de ton imprimante. Donc, en général, tu vas pouvoir jouer sur la luminosité, sur le temps que tu veux laisser ton écran allumé, la langue, accéder à la caméra. Enfin, tu as pas mal d'options. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le mode expert. Pendant un print, je t'ai expliqué, par exemple, tout à l'heure que elle n'était pas forcément très bien réglée, c'est-à-dire qu'elle a tendance à écraser un peu trop le print au départ. Et pareil, en fonction des filaments que tu utilises, on a un indicateur de pression. Donc si tu écrases un peu trop, et on a vu que moi, pour ma part, ça m'avait bouché la buse et ça avait engendré plein de messages d'erreur au niveau de l'extrudeur. Et tu peux jouer sur le décalage. Alors on peut le faire que pendant une impression. Donc tu vas pouvoir remonter ou redescendre ton plateau et du coup ajuster la distance entre la buse et ton plateau. Ensuite, on a la partie réseau pour pouvoir connecter à ton Wi-Fi, la partie système, donc les mises à jour pour pouvoir vérifier et checker s'il y a des mises à jour. Alors attention, moi typiquement ça n'a pas forcément bien fonctionné au départ, c'est-à-dire que là, quand je cliquais ici pour vérifier si j'avais une mise à jour, donc tu viens ici, tu cliques sur micro logiciel et il va checker pour vérifier si tu as la dernière mise à jour. Elle était livrée avec une ancienne mise à jour. Et quand je cliquais, il me disait que j'avais 0 mise à jour disponible. Donc en fait, il faut tricher un petit peu pour pouvoir avoir la dernière mise à jour. Et comment on triche? Tu prends ta clé USB, tu vas sur le site Creality, et là pareil, attention, il y a deux versions, en fonction du site Creality Europe, France ou international, peu importe, tu as différentes mises à jour disponibles. Donc le fait d'aller récupérer une mise à jour plus récente, tu la mets à l'intérieur de ton imprimante, donc il va télécharger la mise à jour, il va l'installer, il va refaire tous les paramètres de input shaper, calibration, etc. Et ensuite, il m'a permis de trouver la toute dernière mise à jour. Pourquoi j'ai pas eu tout de suite la dernière mise à jour avec la clé USB? Voilà, en fonction du site où je suis allé chez Creality, il ne me proposait pas de prendre la 1.1.2.10, j'avais une autre version, et quand je suis allé voir une autre version du site de Creality, je sais plus, je crois que c'était peut-être la version Europe, je sais plus, là il était disponible, donc j'aurais pas eu à refaire une mise à jour par le biais du réseau. Et enfin la partie donc entretien, tu vas pouvoir avoir des notifications quand il faut faire la maintenance. Ça on le connaît sur d'autres imprimantes aussi, donc ça peut être une aide qui est intéressante parce que des fois effectivement toi tu vas oublier d'aller regresser par exemple la vis sans fin, ou alors vérifier si nettoyer et vérifier tes courroies, toutes ces choses là. Alors même si on a vu que la courroie elle a l'avantage d'avoir cette intelligence et cette possibilité d'avoir une courroie qui va se tendre toute seule, tu n'as pas à utiliser d'outils pour pouvoir le faire. Par contre, il est intéressant de nettoyer régulièrement aussi la courroie pour éviter que tu aies par exemple des choses qui viennent se colmater dessus, enlever la poussière, tous ces types de parasites. Maintenant, on va procéder au test d'impression de filaments de type ASA. Donc l'ASA, c'est quelque chose qui est censé être un peu plus facile que l'ABS. Qui dit filament technique, filament ASA, ça veut dire que pour pouvoir optimiser ou tenter d'avoir un print de qualité, on va chauffer l'enclos. Ce sont des matériaux qui sont particulièrement sensibles au moindre courant d'air, on va dire ça comme ça, sur lequel tu vas avoir ce qu'on appelle du warping, en fait, sur lequel souvent tes impressions vont avoir tendance à se décoller, à se déformer. Donc ici, de façon automatique, le fait qu'on lui dise que l'on a un filament de type ASA, il va préconiser de chauffer l'intérieur de la Creality à 50 degrés. Pour ce qui est du plateau, on va le chauffer à 90 degrés.
Et pour le filament, les préconisations vont de 240 à 280 degrés. C'est un filament que je connais absolument pas, qui vient de Printomax. Donc moi je l'ai mis à 260 degrés. Et ce qu'on va s'apercevoir, là tu vois, je suis allé dans le menu un peu plus loin. Il va d'abord commencer par tenter de chauffer notre plateau à 90 degrés. Tu vois, la chaleur ambiante, pour l'instant, elle n'a pas évolué. Il va y aller par étapes. Il chauffe d'abord le plateau, donc ensuite il devrait pulser de l'air chaud à l'intérieur. Et pour ce faire, je te montrerai, j'ai placé un petit capteur de température sur la partie basse de notre imprimante. Donc pour la température intérieure, ce sera peut-être à vérifier ultérieurement. Mais tu vois, là, il n'a pas attendu d'atteindre les 50 degrés pour pouvoir lancer le print. J'ai pas trouvé le réglage dans le slicer qui permet de le faire. Donc pour lui, à partir de 40, ça lui semble correct pour pouvoir commencer à attaquer un print. Mais je suppose qu'on doit pouvoir trouver une option, parce que c'est pas tout à fait cohérent de lancer le print alors que l'intérieur de l'enclos n'est pas parfaitement chaud. Ici on voit le capteur de température que j'ai placé à l'intérieur. Donc là on est tout en bas de l'imprimante, en bas à gauche, et la température ambiante est aux alentours de 27 degrés. Donc forcément il fera beaucoup plus chaud sur la partie haute. Pour deux choses, c'est qu'on a un plateau qui est chauffé à presque 100 degrés, 90 degrés, et la chaleur monte. Et ensuite, on va avoir le radiateur qui a soufflé à peu près sur la moitié de notre imprimante, sur la partie au milieu. Et là, on peut que constater que deux choses, que on a un fade, pour l'instant ça n'a pas tenu, donc on va essayer de placer un petit bâton de colle, et que l'intelligence artificielle n'a pas reconnu qu'il y a un fail et n'a pas stoppé notre imprimante. Donc moi je ne vais pas attendre 3 heures non plus qu'il y ait une grosse boulette, et je vais arrêter mon impression. Hop. Ici, il te demande, veux-tu arrêter? Oui. Hop. Et on va tout de suite aller nettoyer notre buse. En soi, j'ai pas eu besoin, tu vois, d'aller nettoyer la buse, tout est tombé directement. Je vais aller récupérer ça délicatement parce que mine de rien ici il fait particulièrement chaud. Notre capteur du bas, on était à 30 degrés. Bon, là tout de suite, j'ouvre, donc tu as l'air qui va sortir, toute la chaleur qui sort de notre enclos. Pour le second test, on va faire ça avec un bâton de colle, ou alors tu sais avec ces espèces de sticks. Donc pour celui-ci, on va utiliser ce stick qui est présent ici. C'était fourni avec la Flashforge, mais entre nous soit dit, c'est juste le sticker qui change par rapport à d'autres produits que tu vas retrouver sous d'autres marques. Là tu as le bâton de colle traditionnel, et puis ça c'est une autre marque aussi qu'on pourrait tester sur... Bon, on testera peut-être quand on fera de l'ABS. J'ai alors appliqué un petit peu de stick sur le fond du plateau, et on va croiser les doigts en espérant que ça colle cette fois-ci. À défaut, on chauffera un peu plus notre plateau. Ici on est à notre deuxième test, et clairement en fait déjà notre première couche elle était trop haute. Donc je l'ai vu quand on a commencé à voir, tu vois, les deux petites lignes que j'ai mis en contour de pièces. Le fait d'être trop haut, forcément ça va jouer sur l'adhérence. Donc j'ai joué sur le mode expert, juste ici au niveau de l'écran. Donc j'ai apporté un décalage en Z de façon à écraser un peu plus notre première couche. Et on va voir si ça match. Imaginons que ça fonctionne, ça pourrait être intéressant de refaire le même test sans stick de colle, en mettant notre print un peu plus loin, en décalé, juste en jouant sur notre première couche. Notre print en ASA s'est terminé après 37 minutes. Alors pour rappel, on a mis un petit peu de stick de colle. On va voir si on peut le retirer facilement ou pas. Bon, il est déjà décollé en fait, donc c'est nickel. Et on va voir ceci, tout se décolle parfaitement. Donc on va relancer le même test, mais cette fois-ci sans bâton de colle sur cette partie-ci. Nouveau test, toujours avec une bobine de ASA, donc filament ASA. Température intérieure 49-50 degrés, température du plateau 90, température d'extrusion 260 degrés. Et je l'ai placé sur le devant du plateau, et cette fois-ci donc sans colle. La seule chose, c'est que j'ai écrasé un peu plus la première couche. Maintenant on passe au test avec du filament ABS, qui n'est pas des plus simples. Bobine de Printomax. Une fois de plus, je ne connais pas la qualité de ce filament, mais c'est l'occasion de découvrir. Température 260 degrés pour le filament, 100 degrés pour le plateau, et je lui demande de travailler à peu près à 60 degrés à l'intérieur de l'enceinte qui est chauffée.
On va le faire pareil en 2 fois. Sur la partie avant, pas de bâton de colle, directement sur le plateau. Et à l'arrière, on mettra un petit peu de bâton de colle. On va en profiter pour regarder, tu sais, les petits capteurs de température. Donc celui-ci est posé juste comme ceci, par-dessus la vitre. Il indique 43 degrés. Celui qu'on avait mis à l'intérieur, je ne sais pas si on va arriver à voir, 40 degrés à peu près, 39,5 au fond de notre plateau. Donc les 50 degrés me paraissent à peu près cohérents à l'instant T. Ça va monter encore un peu en température jusqu'à 60. Je pense que pour le deuxième print, on sera à cette fameuse température de 60 degrés. Et je peux te confirmer que c'est très très chaud sur le dessus, c'est vraiment super chaud. La vitre avant aussi est très très chaude. Ce côté là aussi, donc sur les deux côtés, hein, c'est un peu moins chaud, ce qui est normal, on a un peu d'isolation, mais les deux vitres, tu laisses pas la main, hein, c'est vraiment super chaud, on atteint presque les 50-60 degrés. Et vu que ton imprimante elle est fermée, tu vas pouvoir laisser un petit peu d'air entrer dans ta pièce, parce qu'il faut que ta pièce soit ventilée lorsque tu fais de l'ABS, même si tu as des filtres à charbon à l'arrière de ton imprimante. Et par ailleurs, pour ma part, hein, je complémente avec un purificateur d'air de ce type là. Donc c'est quand même un beau bestiau aussi, donc c'est une sécurité en plus dans ta pièce. Et voici, on arrive à 99% du print avec de l'ABS sur une partie qui n'est pas préparée, hein, sur laquelle il n'y a pas de colle. On va essayer d'ouvrir, on va voir si on peut décoller tout de suite du plateau ou s'il faut attendre. Donc l'ABS, ouais, ça tient un peu mieux que l'ASA, mais ça se décolle bien. Maintenant, on va lancer un print sur la partie arrière, sur la partie où tu vois où on avait posé un petit peu de colle tout à l'heure. Et donc forcément, on va s'intéresser, est-ce qu'elle fait des prints qualitatifs ou non? C'est un peu essentiel, et au vu de la montée en gamme et du tarif de ce type d'imprimante, on a plutôt intérêt à avoir des résultats quali. Et je pense que lui, c'est un bon exemple. Tu vois, ça c'est un des derniers prints d'ailleurs que j'ai réalisé, c'est un masque, donc en taille réelle. C'est super propre. Donc là j'étais en couche 0,2, je suis sur un filament silk, les filaments silk pour ceux qui connaissent, et bien c'est d'autant plus exigeant parce que c'est ceux qui vont te montrer si tu as plein de défauts sur tes layers, sur tes couches, pardon, si tu as par exemple ce qu'on appelle des fantômes, c'est quand il y a des vibrations pendant l'impression à haute vitesse, donc c'est vraiment quali. Je te montre l'intérieur, lorsque l'intérieur c'est où tu as des supports, tu vois, je l'ai imprimé comme ceci dans ce sens, donc quand tu as des imperfections comme ceci, c'est là où j'ai imprimé avec des supports, et au moment où ça imprime un petit peu dans le vide. Sinon sur les autres parties, écoute, c'est vraiment propre. Bon, ok, on va pouvoir faire des pièces à vue assez énormes, mais est-ce qu'on peut faire des pièces toutes petites, fines et qualitatives? Alors j'ai fait ça, j'en ai mis un plein plateau, mais c'est moi, je suis un boulet. Alors l'impression est nickel, c'est super propre, sauf que j'avais pas pensé que forcément lorsque tu vas réduire de taille ce type de pièces mécaniques, tu peux plus actionner les mouvements parce que tu n'as pas suffisamment d'espace, donc les pattes sont cassées et on ne peut pas jouer sur le mécanisme. Mais sinon c'est plutôt propre aussi, hein, sur des pièces toutes petites. Donc c'est pas parce que tu as une imprimante dit volume maxi que tu peux faire des choses miniatures de ce type là. C'est intéressant de regarder ce type de pièce, tu sais, quand tu changes de couleur, le fait de passer par exemple du noir au blanc sur des petites pièces, et bien si tes purges sont pas correctes, tu vas étendre du noir à l'intérieur de ton blanc, donc là ça a bien matché aussi. Ici, tu sais, c'est le fameux bateau, le Bunchy, qui se fait en quelques minutes, pareil, il est particulièrement propre, pourtant on était vraiment sur de la haute vitesse. Ici, il va manquer peut-être un petit peu au niveau du surplomb, on voit 2-3 petits cheveux d'ange dedans, mais au vu de la rapidité du print, le Bunchy est super quali. Ici, c'est une pièce que je suis en train d'assembler, je vais essayer de le faire dans la journée, c'est pour pouvoir réaliser une niche pour les chats, donc il y a tout un lot de pièces, je ne sais plus combien il y en a, je vais te montrer ça. Donc voici, hein, ça c'est tout ce que j'ai imprimé pour pouvoir faire la niche pour les chats, donc ça va être une niche un petit peu atypique. Ça a bien matché, tes premières couches sont nickel.
On va regarder aussi quand pareil, hein, on est sur du filament silk, il n'y a pas de fantôme, c'est super propre. On va regarder sur les pièces de renfort qui sont posées de ce côté-ci. Le mécanisme aussi fonctionne sans aucune difficulté, ça n'a pas collé. Pourtant, tu vois, il y a des surplombs, il y a des parties qui sont dans le vide, et c'est nickel. Sur la partie du dessus, bah, c'est assez normal que ce soit comme ceci, parce que ça dépend si tu lui demandes à l'imprimante de lisser ou pas. Là, j'avais pas demandé à ce que ce soit forcément lissé. Ensuite, je me suis amusé à faire ce type de print, qui sont des prints un peu artistiques. Donc on voit au niveau de la première couche, je te laisse observer, mais c'est super propre. Là en plus, j'ai voulu apporter des variantes de couleurs, tu vois, entre du rouge, des petites traces noires. T'as aucune imperfection sur la première couche. On est sur un filament mat biton, et je voulais donner cet esprit rouge et noir, avec un travail qui s'est fait sur les couches et au niveau du remplissage, pour pouvoir refaire apparaître du rouge à travers le noir. Ensuite, on est sur du print multicolore, donc oui, j'ai pas eu de chance, et puis je suis un boulet en fait. L'idée, c'est que c'est le même esprit que la tortue que j'avais faite, donc avec le chat. Mais cette partie-là, en fait, c'est pas un défaut de l'imprimante, ni un défaut du slicer, c'est que pour la partie, pour la queue, elle est particulée. Donc j'ai regardé en fait le fichier STL et 3MF, il est corrompu, ce qui fait que la queue ne pourra pas jouer sur l'articulation. Donc c'est pas grave, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé le petit bout qui était ici, pour pouvoir quand même avoir le mécanisme. Alors c'est pas facile à une main, hop, ceci je vais le mettre là. Et donc quand tu vas appuyer ta tasse dessus, et ben tu as ces parties mécaniques qui vont pouvoir bouger. Et là on va pouvoir se questionner en se disant, mais est-ce qu'il a déjà des plateaux à effet pour la Creality K2+? Non. Et t'as pas forcément besoin d'utiliser à chaque fois un plateau par imprimante. Moi je fais une rotation de mes plateaux, je les utilise sur différentes imprimantes, et je vais te montrer ça tout de suite. Donc j'ai utilisé celui-ci qui est absolument pas au format de notre Creality K2, mais c'est pas grave. Tu le places dans le fond, tu veilles à ce que ta buse puisse venir frotter sur cette partie-là lorsqu'elle vient s'essuyer. Ton plateau est au fond, et vu que ton imprimante va venir faire sur la partie, sur le devant de ton bed d'origine, il va venir faire une petite purge, et bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon plateau de la K2+, devant, qui sortait de l'imprimante, ce qui me permet de pouvoir venir, même si on a des différences de hauteur, même si lui est plus épais et que le plateau de devant est plus fin, vu qu'il vient palper à chaque fois, eh bien il va s'adapter aux différences de hauteur de ton plateau. Ici on va regarder le print qui est un fichier test qui est livré avec l'imprimante. Ça c'était la mini tour de purge. Et on regarde, écoute, c'est plutôt quali. Alors après c'est pas quelque chose de techniquement compliqué à faire, ce genre de choses, mais en tout cas elle s'en est bien sortie. Ensuite je me suis amusé à faire de l'ASA, donc j'ai un print avec colle et un print sans colle. On s'est aperçu dans la vidéo que j'ai fait auparavant que c'était pas nécessaire finalement de mettre de la colle sur ton plateau. La difficulté que j'avais rencontrée, pourquoi j'avais fail, ça se passe ici. On va essayer de zoomer ou faire une mise au point. C'est que forcément, lorsque je lui ai mis de l'ASA, le niveau de pression était autre que mon PLA, ce qui fait que ma première couche n'était pas parfaitement adaptée, elle était un peu trop haute, et on le voit ici. Ensuite, je suis allé dans le mode expert et je lui ai demandé d'écraser un peu plus la première couche, et on voit que ensuite il a refait, il est passé sur les autres parties de notre print, et tout le reste s'est bien passé, et j'ai pas eu de décollement de mes pièces. Alors ici on va voir un petit peu de fantôme sur les prints en ASA et en ABS, mais sinon écoute, c'est plutôt quali. La pièce est sortie comme ça, j'ai fait 0 post-traitement, j'ai pas nettoyé, c'est super propre avec de l'ASA. Donc température à l'intérieur de la chambre aux alentours de 50 degrés, température de la buse de 160 degrés, et le plateau je devais être à 90 degrés. Pareil avec de l'ABS, donc avec colle et sans colle, ça matchait aussi sans colle, et on a le même type de rendu.
ça a bien fonctionné. Donc l'ABS, encore un peu plus technique, un peu plus complexe à réaliser. L'enclos chauffé à 60 degrés, le bed 100 degrés, et la buse, je ne me souviens plus, je crois que c'était 240 ou 250, et ça a bien matché, on était sur du filament de Printomax. Du coup, on a pu voir que les prints sont quali, qu'elle peut faire du multicolore assez facilement. Après, c'est une question d'appréciation. Moi, le multicolore, je suis vraiment pas fan par question de principe. Il y a beaucoup trop de déchets. Alors je sais que beaucoup d'entre vous s'en foutent un petit peu de tous les pops qui sont générés par les multicolores, et le fait qu'ils revendent leurs prints et qu'ils génèrent des déchets mais que ça reste rentable pour eux, et ben ils s'en foutent un petit peu d'avoir tout ça. Moi, pour ma part, ce genre de déchets là par tonne, parce que ça tu en fais tu vas faire des fois du x10, des fois entre x3 et x10 de déchets en fonction de comment tu positionnes les pièces sur ton plateau, comment tu règles dans ton slicer. Je suis vraiment pas fan de tous ces déchets. Donc là, c'est l'accumulation de plusieurs prints, hein, mais tu vas en générer énormément avec ce type d'imprimante, parce que à chaque fois que tu as un changement de couleur, à chaque layer, eh bien, elle va générer plusieurs pops, c'est vraiment énorme. On va prendre l'exemple de notre chat. Alors même s'il n'y a pas que ça dans ma petite boîte ici, mais tu vois, pour le chat, ça a généré presque tout ça de déchets. Donc pourtant j'avais un plein plateau, j'avais à peu près optimisé les choses, et on voit qu'il n'y a pas des changements de couleur sur chacun des layers, mais pour moi c'est toujours trop. Alors il me reste à tester, tu vois, du TPU que j'ai mis sur le côté de l'imprimante. Si je peux le faire avant la revue, je te mettrai le résultat du print en TPU. Il est temps pour moi de te parler des points positifs et des points à améliorer sur cette imprimante. Une chose que je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais qui est intéressante de voir dans la phase de conclusion, et c'est un vrai point positif. Tu as un grand plateau. Si tu veux imprimer, admettons, des pièces de couleur jaune, d'autres d'une autre couleur, un peu de bleu et on va dire un peu de blanc, sur le même print, et bien l'avantage d'avoir un grand plateau, et avec l'option qu'on a dans les slicers de pouvoir faire des prints, ce qu'on appelle séquentiels, c'est que tu vas lui dire d'aller faire d'abord ces deux pièces, puis ensuite les deux du fond, puis ensuite admettons le bateau, et enfin celle-ci. L'avantage c'est qu'elle ne va pas purger à chaque hauteur, hein, à chaque layer. Elle finit sa pièce, elle finit celle-ci, enfin elle fait ces deux, hein, si tu veux, ensuite elle fait les deux du fond, celle-ci, les unes après leur tour, et ça t'évite de jeter des tonnes de filaments à la poubelle. Donc attention, hein, ça c'est valable que si tu as un certain nombre de pièces sur ton plateau. Si tu as des pièces trop volumineuses, il faut lui laisser suffisamment d'espace pour que il n'y ait pas, si tu veux, ta buse, hein, ta tête qui vienne taper sur les autres pièces, parce que forcément ta buse elle va faire certains déplacements, et si tes pièces étaient collées comme ceci les unes après les autres, on ne pourrait pas faire le job. Donc il faut qu'on ait des pièces qui soient pas trop grosses non plus sur le plateau, et qu'elles soient pas trop rapprochées. Autre chose que j'ai apprécié pendant toute l'utilisation de cette imprimante, finalement elle est silencieuse. Souvent sur les imprimantes à haute vitesse qui embarquent d'autant plus tout un tas de ventilos, hein, de chacun des côtés, plus les ventilos qui sont à l'intérieur pour pouvoir filtrer les particules, elle reste parmi les imprimantes les plus silencieuses que j'ai. Là on est en train de faire notre bateau. Je vais enlever le micro qui est sur mon téléphone. Là on a le bruit ambiant. On va ouvrir la porte. Franchement c'est correct. On referme. Et je remets mon adaptateur pour mon micro. Un peu plus loin, j'ai le détecteur qui est ici, qui pour le coup lui est assez précis, hein, par rapport à des trucs de smartphone, des applications qui te donnent tout et n'importe quoi. On a pu le voir, hein, pour la FL-Sun T1 Pro. Certains te présentent un smartphone en te disant qu'elle est à 45, 50, alors que c'est bien plus bruyant que ça. Dans les choses que j'apprécie pas, dont je suis pas fan, c'est que
ça va monter en température dedans. Donc si ça monte à peu près à 30-35 degrés, et ben, je t'ai déjà expliqué que le filament, surtout quand c'est du PLA, devient un peu trop tendre et du coup a tendance à venir se bloquer hein, dans l'extrudeur. Il se détend, il devient souple et les roues de l'extrudeur ont du mal à le pousser. Alors ça t'oblige soit à entrebâiller ta porte, soit à laisser un petit peu d'espace sur le dessus, voire même on peut imprimer aussi si on souhaite une rehausse. Dans les points de vigilance, par exemple, c'est pour l'entretien. Je t'avais montré qu'ici, sur la partie basse, tu as des capteurs qui permettent de faire ce qu'on appelle le nivellement en Z, et tu as des petits ergots sous ton bed qui sont ici, qui viennent dans les capteurs. Donc, tu sais, on génère souvent pas mal de déchets, et il faut absolument pas que ça tombe dans ces petits orifices, sinon tu vas boucher le capteur, et ça va créer un vrai problème lorsque tu vas faire ton nivellement. C'est alors quelque chose que je trouve pour ma part qui n'est pas super bien pensé parce qu'on aura régulièrement des déchets qui risquent de tomber hein, dans ces petits orifices. Par contre, cette fois-ci, ils ont veillé à avoir une imprimante sur laquelle tu as pas, tu vois, de l'espace. Pareil, on a souvent des déchets et on a beaucoup d'imprimantes sur lesquelles le carter, il y a plein d'endroits où c'est ouvert. On prend l'exemple par exemple de la FLSON T1 Pro sur lequel tu as plein de déchets qui vont passer directement sous le bed. Hein. On est sur un bed fixe. Et il y a une espèce d'espace entre le bed et entre le carter. Ici, c'est plutôt bien pensé, mis à part ces deux petits trous. Maintenant, on va faire le test hein, de l'intelligence artificielle, des caméras qui vont essayer de checker, voir si tu as oublié quelque chose sur ton plateau. Bon, on va mettre par exemple une pince, on va se dire que j'ai fait un petit peu d'entretien, on l'a oublié, on va tenter de lancer un print. Lorsqu'on lance le print, la première chose qu'il va faire, hein, c'est ce qu'on appelle effectivement cette détection d'objets étrangers sur la plaque. Donc là, il est en train de monter le plateau et on va voir s'il se passe quelque chose ou si on a des angles morts qui ne fonctionnent pas très bien. Hop. Donc là, il a arrêté de monter le plateau et il va donner l'information. Je vais essayer de faire une mise au point, c'est pas facile. Un objet étranger est détecté sur la plaque d'impression, donc l'impression est interrompue. Il te demande de retirer ta pince. Une fois que c'est OK, tu peux lui cliquer sur réessayer. Et donc là c'est go, il va pouvoir lancer ton print. Je suis en train de m'apercevoir qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser. Donc ici avec la Creality K2+, ils ont fait un effort sur la partie logicielle, c'est-à-dire que quand il vient palper ton plateau hein, pour pouvoir vérifier s'il est de niveau, si par exemple je suis en train de faire juste un petit bateau qui va se trouver sur la partie centrale, il ne va pas s'amuser à palper tout ton plateau, il va aller palper juste sur la zone d'impression et ça tu vas gagner énormément de temps. Donc ça c'est quelque chose que j'avais dit par exemple pour l'autre imprimante qui ont fait la Creality High. En tout cas, c'est juste une histoire de logiciel à paramétrer de façon à ce que on arrête de palper tout un plateau si on fait juste un petit truc sur la partie droite. Ça n'a aucun sens d'aller palper tout un bed. Donc, pour la version K2+, ils ont veillé à ce que le logiciel soit bien pensé. Et ça me paraît très intéressant que tous les fabricants adaptent leur logiciel pour faire ce système de nivellement. On gagne énormément de temps. Pour le prix, je pense qu'ils auraient pu se permettre de nous proposer un PEI qui est recto verso. Là, c'est pas qu'il est low cost, hein, il est de bonne qualité. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui va arriver chez Creality parce que quand on regarde dans leur slicer, ils te disent qu'il y a possibilité d'avoir un plateau en résine, donc en résine époxy. Je ne sais pas du tout si c'est une erreur, un bug, une erreur d'écriture, quelque chose qui est venu s'installer là alors que c'est pas prévu. Mais en tout cas, il y aura peut-être des nouveaux plateaux chez Creality. Et ce serait pas complètement déconnant, hein. Typiquement, ce type de plateau de Wambam System qui est de la fibre de carbone, donc de la vraie fibre de carbone, tu sais, c'est pas un plateau de type un plateau à effet, et il y a une espèce de résine, comme de la résine époxy, hein, c'est un peu dans la même idée, avec de la fibre de carbone pour avoir ce type de bed. Donc peut-être qu'ils sont en train de réaliser eux aussi des beds dans l'esprit de Wambam System. Dans les choses positives, l'éclairage. Hein. L'éclairage est de qualité à l'intérieur. Lorsque on lance les timelapses ou lorsqu'on le regarde à distance, on voit bien aussi ce qui se passe dedans. Alors, la position de la caméra en fonction de où tu imprimes, on va pas dire de conneries non plus, c'est que si tu imprimes une petite chose au fond,
quand tu regardes sur la caméra, bah, tu vois pas grand chose, tu vois ça fait une espèce d'angle, donc c'est pas non plus optimal en termes de visu. Il aurait pu être intéressant de mettre plusieurs caméras à l'intérieur pour pouvoir voir vraiment ce qui se passe pendant ton print, et pour ceux qui aiment les timelapses, de pouvoir faire des choses un peu plus complètes et plus qualitatives. Toutefois, notre caméra qui est ici est de meilleure qualité que la caméra que l'on a sur l'autre imprimante, hein, la Creality High. Et au niveau de l'éclairage, bah oui, ça change tout. On a vu sur la Creality High, on a juste une espèce de petite LED qui sert à rien. Donc là, pour le coup, ça fonctionne bien et c'est plutôt quali. On a pu voir ensemble l'entretien de notre tête pour pouvoir retirer l'extrudeur, retirer la buse, changer notre cutter, enfin changer toutes ces petites pièces qui sont des pièces d'usure. C'est super simple et ça, c'est un vrai plus. Et cette fois-ci, ils n'ont pas été radins dans les accessoires livrés avec. On a une buse, on a une pince, on a un grattoir, on a un petit tournevis, un bâton de stick. Donc c'est assez complet. On a même ceci hein, pour pouvoir pousser lorsque tu commences à avoir une buse qui est bouchée. Et pour ce qui est des filaments, c'est livré avec 4 bobines de 500 grammes. Oui, ils auraient pu se permettre de mettre des bobines de 1 kg au vu du prix d'imprimante, mais c'est toujours mieux que ce qui est livré dans leurs autres imprimantes, où des fois tu reçois ce petit échantillon de PLA qui sert à rien, parce que c'est pas en bobine, tu t'embêtes plus qu'autre chose. Donc quand tu n'as vraiment rien, ça peut te servir, mais la plupart du temps, c'est des trucs qui passent à la poubelle. Alors il va falloir que je te sorte aussi des défauts, et que je les liste, parce que tu vas me dire sinon que je suis pas complètement objectif. Donc un des défauts majeurs, on va dire, de cette imprimante, mais qui est à la fois un point de détail, mais en tout cas pour moi qui me gonfle, on l'a vu, hein, c'est l'accès à l'interrupteur qui est au fond. Ça, c'est vraiment très très mal placé. Donc pour moi, c'est un vrai point noir par rapport à cette imprimante qui est super profonde. Dans les choses que j'aurais apprécié, c'est de pouvoir avoir un accès sur le Z offset et de pouvoir l'enregistrer. J'entends par là que là, il attend que ton imprimante, que ton impression se fasse pour que tu puisses accéder au menu expert et que ensuite tu puisses jouer sur le Z offset, hein, pouvoir redescendre ton plateau ou pouvoir le remonter. J'aurais préféré avoir un accès immédiat sans avoir l'imprimante qui tourne proprement dit, hein, sans avoir lancé un print. Parmi les choses qui ne sont pas cohérentes, on l'a vu ensemble, hein, elle est livrée avec un menu qui n'est pas en français, tu n'as pas vraiment le choix des langues, et pour faire la mise à jour, eh bien, il ne la reconnaît pas tout de suite, il faut mettre une clé USB, télécharger, installer la mise à jour, et ensuite tu as accès à toutes ces informations. Ça, c'est vraiment limite. Alors oui, les prochaines imprimantes qui vont sortir d'usine vont être avec des mises à jour plus récentes, et tu auras certainement le choix des langues, mais c'est un petit peu limite lorsqu'on livre ce type d'imprimantes qui ne sont pas finalement destinées à tout un public. Imaginons que tu aies aucune notion d'anglais, et tu te retrouves avec cette imprimante pour laquelle tu ne sais pas ce qu'il faut faire. On va parler du bruit. On a vu ensemble hein, qu'elle est particulièrement silencieuse lorsque tu lances des prints. Attention, sauf si tu lances des prints de type ASA ou de type ABS qui va générer plus de bruit. Forcément, tu as besoin de chauffer du coup l'enceinte, tout l'intérieur de l'imprimante. Donc tu vas faire fonctionner un ventilateur en plus. Les deux autres ventilos vont s'affoler aussi un petit peu pour pouvoir filtrer les particules. Donc quand on fait des filaments très techniques, et oui, elle est un peu plus bruyante. Mais sinon, le reste du temps, c'est silencieux. Toutefois, lorsqu'elle est à l'arrêt, les moteurs sont bien désactivés, et bien tu as un petit bourdonnement qui est lié aux ventilos qui sont derrière au niveau de la carte mère. Donc elle ne sait pas se mettre en silence total. Ça reste assez silencieux, hein. Par exemple, tu as le petit purificateur d'air que j'ai pas loin de l'imprimante. Il est en mode automatique, il tourne très faiblement. Il est presque plus bruyant que notre imprimante. Donc ça reste vraiment très discret. Si on veut être un petit peu pointilleux, on pourrait imaginer un système ici qui viendra peut-être avec le temps, qui te permet d'éviter de retirer ton tube PTFE lorsque tu utilises le CFS ou lorsque tu utilises le porte-bobine qui est ici. Donc une espèce de petit raccord, ça pourrait être sympa. Pour la partie CFS,
Je t'ai fait une vidéo qui est beaucoup plus complète sur la Creality Eye, je ne vais pas me répéter. Si tu souhaites avoir plus d'informations, bah, je t'invite à aller voir l'autre vidéo. Tu vas voir, j'ai fait des parties, hein, la vidéo dure presque 1h30 et elle est destinée justement à un public qui n'a pas forcément utilisé d'imprimante et qui n'a aucune connaissance sur ces CFS, ces AMS, ces ACE. Donc va plutôt voir la vidéo de la Creality Eye. Et bien entendu, dans les autres points positifs, bah, c'est le volume d'impression, hein, 35 par 35 par 35. C'est vraiment top parce qu'on a pu voir ensemble que tu peux faire aussi bien des toutes petites choses en détail, ça match. Tu vas pouvoir faire des prints qui sont super volumineux, et pour tous ceux qui sont adeptes de faire tu vois, des masques pour du cosplay ou autre, bah c'est génial parce que tu n'as pas besoin de découper tes pièces et ensuite de faire du post-traitement et de les coller entre elles. Donc pour le coup, le volume d'impression, ça c'est un vrai plus. Je t'avais dit que sur la Creality Eye, j'étais pas super fan de l'écran, je trouvais qu'il n'était pas super réceptif. Tu sais, quand on donne un ordre, une impulsion, par exemple là on lui demande de changer la température, ou si on lui demande de se déplacer au niveau des axes, ben, sur la Creality Eye, je trouve qu'il n'est pas suffisamment réactif. Sur celle-ci, à la fois au niveau du toucher tactile, et à la fois lorsque tu lui demandes une commande, et ben c'est immédiat. Une question qu'on se pose souvent, est-ce que c'est destiné aussi à un public de professionnels? Donc pour le coup, cette fois-ci, oui, étant donné qu'on peut chauffer l'intérieur de l'enclos et on va pouvoir réaliser des prints avec des filaments donc très techniques. Donc oui, c'est destiné aussi à un public de professionnels. Et imaginons que tu aies jamais eu d'imprimante 3D, que tu as le budget, parce que ça coûte environ 1300-1500 euros. Alors les prix vont évoluer au fil du temps. Ça m'étonnerait que ça descende en dessous des 1000 balles, hein, qu'on soit clair, mais bon. Actuellement, ça doit être aux alentours de 1350-1390 chez Geekbuilding avec le code promo. Je te mettrai dans la description. Donc, tu n'as jamais utilisé d'imprimante, tu as le budget. Est-ce que c'est destiné à un public de débutants? Eh bien, la réponse, je crois que je te l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est accessible, c'est facile. On a vu que pour l'entretien, pour pouvoir retirer ne serait-ce le capot de la tête, retirer l'extrudeur, changer de buse, changer le cutter, accéder au menu, bah, tout est simplifié. Donc oui, c'est destiné aussi à un public qui n'a jamais utilisé d'imprimante, s'il a le budget pour. Et est-ce que c'est évolutif comme type d'imprimante? Ça veut dire, est-ce que tu vas pouvoir mettre plus que 4 couleurs? On a vu qu'on peut travailler jusqu'à 16 couleurs. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à travailler avec 16 couleurs? Je te l'ai dit dans toutes mes vidéos d'imprimante multicolore. Pour moi, ça sert à rien. 4 couleurs, c'est déjà bien. Si tu veux utiliser un deuxième CFS pour pouvoir générer au moins la 5e, la 6e couleur, ça peut être un plus, mais tu as vu, regarde-moi tous ces déchets que tu vas faire si tu fais du multicolore. Donc bah, après, c'est toi qui vas choisir. Pour moi, initialement avec 4, ça me suffira largement. Est-ce que je suis convaincu de cette Creality K2+? J'ai été très honnête avec toi, je t'ai expliqué, hein, dès le départ j'ai rencontré des galères au niveau de la buse, hein, au niveau de la sous-extrusion et tous les messages d'erreur que j'ai eu. Bon, j'ai essayé de comprendre, j'ai démonté plein de fois, ça y est, j'ai saisi, c'était un problème qui est fait par rapport au nivellement. En soi, maintenant, le problème est réglé et je me régale avec cette imprimante. Donc peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, je te ferai une autre vidéo pour te dire que eh bien, finalement, le niveau d'usure, d'entretien n'est pas celui que je pensais, mais pour l'instant, franchement, je prends beaucoup de plaisir avec ce type d'imprimante. J'ai rencontré d'autres galères, hein, mais c'était des galères qui étaient liées au transport, donc ça venait pas de Creality qui avait mal collé sa porte, vu l'état du carton dans lequel elle est arrivée, et vu le chemin qu'elle a parcouru, bah forcément, bah, elle est arrivée avec des pets. Bon, on a parlé du budget. Imaginons que tu fasses que du PLA. Est-ce que c'est nécessaire de mettre 1500 balles dans une imprimante fermée? Bah non. Tu peux t'acheter une autre imprimante, Creality ou autre, qui n'est pas forcément avec une enclosure, qui sera qualitative aussi et qui coûtera moins cher. Donc peut-être que le volume d'impression ne sera pas le même, mais en tout cas,
Aujourd'hui, ce qui justifie aussi ce prix-là, c'est la technologie d'une part, la robustesse, mais surtout le fait aussi qu'elle soit dans ce caisson fermé et qu'on ait toute cette possibilité d'imprimer ce type de filament technique. Et comme d'habitude, je réponds à tous les commentaires qui sont dans le fil de discussion. C'est pas toujours du tac au tac, je suis pas tout le temps derrière un ordinateur non plus. Comme tu l'auras remarqué, j'ai fait un format un peu différent pour cette vidéo. J'ai pas pris de temps pour te parler du slicer, je te l'ai fait sur la Creality Eye. Pareil pour le smartphone, est-ce que tu peux la piloter? Oui. Est-ce qu'il y a une application? Oui. Donc tout ça, ça marche très bien. Je ne suis pas très fan, je t'ai déjà dit, des smartphones. Par contre, c'est intéressant pour pouvoir surveiller ce qui se passe à distance. Moi, j'ai voulu faire une vidéo autre cette fois-ci en me disant... je me mets à la place de la personne qui regarde en face et je veux voir chacun des points de détail de cette imprimante. Pourquoi? Parce que c'est une imprimante sur laquelle on investit près de 1500 balles. Donc ça me paraît important de savoir est-ce que c'est simple d'utilisation, est-ce que la maintenance aussi se fait facilement, comment elle fonctionne vraiment, où sont les capteurs, toutes ces choses-là, le système de tension de courroie. Tout ça, c'est pour moi des points plus importants que de prendre du temps sur un slicer et de te montrer l'utilisation. Ça, tu vas pouvoir apprendre avec le temps. Par contre, la partie électronique et mécanique, c'est des choses que tu vas pas pouvoir changer. Donc voilà, je reprendrai peut-être des formats plus traditionnels, mais sur ce type d'imprimante très haut de gamme, je préfère passer du temps sur la partie mécanique, électronique et fonctionnalité. En attendant, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt les artistes.